Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog, des années-lumière après le précédent vlog j'ai l'impression, mais je n'ai vraiment pas eu le temps du tout de filmer quoi que ce soit. Par contre, j'ai eu le temps de lire plein de choses, donc maintenant que j'ai la caméra, on va pouvoir discuter ensemble de lecture. Et celle que j'ai déjà sur les genoux, c'est celle-ci. Comme vous pouvez le voir sur le marque-page, je l'ai presque fini. Et il fallait que je vous en parle avant le final, parce que tout ça, c'était génial. Donc, La petite ritournelle de l'horreur, c'est de Cécile Cabanach, publié aux éditions Fleuve Noir. J'adore la collection Fleuve Noir, je trouve qu'à chaque fois ils font des trucs incroyables, des thrillers, des petits bijoux, et celui-ci, il est machiavélique, mais il est incroyable. Pour vous faire un bref résumé, on va être vraiment dans quelque chose de très noir là-dedans. Parce qu'on va suivre un père de famille qui a décidé de faire des travaux dans la maison qu'il vient juste d'acheter avec sa femme. Parce qu'ils ont 4 ou 5 enfants déjà, et il y en a un autre qui est en route. Donc ils ont choisi de déménager dans une maison plus grande pour être beaucoup plus à l'envers que dans le petit appartement où ils sont actuellement. C'est un homme qui est fatigué par la vie, c'est un homme qui est fatigué par sa femme, par ses nombreux enfants qu'il aime pourtant, mais qui lui donnent une charge supplémentaire de travail une fois qu'il revient à la maison. Donc il va un petit peu, on va dire, se vider la tête en allant sur le chantier pour pouvoir retaper la maison au plus vite pour qu'il puisse emménager. Sauf qu'en voulant retaper la maison, il y va pas par quatre chemins, il prend la masse et il commence à essayer d'abattre les murs. Mais en voulant abattre les murs, il se rend compte que finalement, derrière, il n'y a pas un, mais 3 cadavres d'enfants qui ont été emmurés. À partir de là, la commandant Virginie Sevran va être mise sur l'affaire et ils ne vont pas être au bout de leur surprise. On va être dans vraiment la noirceur de l'âme humaine et on va être englobé dans une spirale infernale avec les problèmes des enfants qui sont placés dans des familles d'accueil qui ne sont pas toujours bienveillantes et qui peuvent disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces et sans que personne ne s'occupe d'eux finalement. De même avec les familles d'accueil qui ne sont pas bienveillantes envers les enfants et qui ne sont jamais inquiétées par leurs méfaits. Et franchement, c'est prenant. C'est prenant, mais ça fait mal aux tripes de voir ces enfants livrés à eux-mêmes, livrés en pâture à des familles qui sont ici horribles. C'est le summum même de l'horreur, parce que ces enfants, on va se rendre compte qu'il y en a qui sont retrouvés morts, mais il y en a d'autres qui ont survécu, mais qui sont marqués à vie par les sévices qu'ils ont reçus et subis pendant des années par cette famille horrible. Et donc giga trigger warning sur la violence envers les enfants, sur la maltraitance, sur le viol, sur les nombreux sévices physiques et psychologiques. Attention, il faut s'accrocher dans celui-ci, parce que franchement, l'autrice, elle n'épargne vraiment personne. Mais c'est très très noir, mais c'est très très bien. J'aime beaucoup la plume de l'autrice que je découvre avec cette œuvre. Alors je sais que normalement, c'est un tome 3, parce qu'il y a déjà 2 autres tomes avec les enquêtes de Virginie Sevran. Mais franchement, c'était vraiment celui-ci qui me faisait envie. Et on peut le lire indépendamment, même s'il y a 2-3 petits détails où on se doute qu'on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Il faut avoir lu les 2 précédents pour pouvoir bien tout comprendre. J'espère qu'on n'entend pas les cloches pendant que je filme. Si c'est le cas, désolée, elles vont bientôt s'arrêter. Je reprends. Donc on peut le lire sans souci. Personnellement, moi j'ai compris, on va dire 90%, parce que tout le reste, c'est un petit peu des renvois vers des anciennes enquêtes ou des liens familiaux compliqués ou des liens amicaux qui font que c'est bien si on les comprend parce qu'on a lu les 2 autres tomes, mais c'est pas grave, on peut ne pas s'arrêter entre guillemets sur ces détails et continuer la lecture sans aucun souci. Et il est très noir ce livret. Et franchement, je ne suis pas maman, mais si je l'étais, je pense que j'aurais vraiment les tripes encore plus nouées devant ce qui arrive à ces enfants. C'est vraiment ignoble, il n'y a pas d'autre mot, mais c'est super bien écrit, c'est très prenant. Et franchement, vous voyez là, je l'ai dévoré, il est quasiment fini, il me reste 70 pages à peine. Et
Il est sûr que dès que je vais clore cette vidéo, je vais aller le terminer parce que j'arrive pas à en décrocher malgré le fait qu'il soit si sordide. Parce qu'il est bien justement, parce qu'il est prenant et parce que même si on est dans cette spirale infernale de l'horreur, mais on a envie d'aller au bout, on a envie que le coupable tombe, qu'il réponde de ses crimes, de son ignominie et qu'il paye. Parce que franchement, on a toute la hargne, la haine et l'horreur qui s'imprègnent en même temps que celle du commandant et des personnages. Et franchement, on n'a qu'une envie, c'est de l'avoir réussir à le mettre sous les verrous et à le faire payer pour le restant de ses jours derrière les barreaux en fait, parce que c'est très violent. C'est pas humain de vouloir faire ça à un autre être humain, mais alors encore moins à un enfant, je trouve. Il y a des gens là-haut, ça va vraiment pas bien et c'est même plus les soigner des fois qu'il faudrait parce que ça craint vraiment. Avec ce genre de livre, et notamment ça me le fait beaucoup avec Franck Tillier, je me dis, la noirceur qui se dégage de ces livres, mais comment l'auteur ou l'autrice arrive à vivre avec ça, entre guillemets? Comment elle a réussi à penser ça, à endormir la nuit sans être malade presque? Parce que c'est vrai que là-dedans, c'est violent. Et je me posais la même question il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai lu La Conjuration primitive de Maxime Chatham, et j'étais agréablement surprise de voir qu'à la fin de ce dernier, il y avait un chapitre complet où, après les remerciements, il expliquait son processus de fabrication pour ce livre et qu'il avait été tellement loin dans la noirceur de l'âme humaine, dans l'horreur, dans l'impossible machiavélisme de l'esprit humain, qu'il s'en rendait presque malade parce que il n'arrivait pas à sortir de ce qu'il écrivait tellement il était pris dans sa propre enquête, qu'il se rendait malade devant les horreurs qu'il écrivait. Et je pense que ça doit faire pareil pour les auteurs de thrillers, notamment Cécile Cabanak, parce que c'est terriblement noir et ça doit être terriblement dérangeant d'écrire ça et de, entre guillemets, vivre avec après, parce qu'il faut s'en imprégner pour pouvoir le vivre et bien l'écrire. Et elle y arrive à la perfection. Mais derrière, c'est malsain, quoi. Donc je suis admirative, franchement, devant les auteurs et autrices de thrillers qui arrivent à faire ce genre de pépites horrifiques. Il est génial. Il est certainement, je pense, pas pour tout le monde, mais il est génial. Et j'ai très très hâte de le terminer parce que là, je pense que cette découverte de cette autrice ne va pas s'arrêter là. Je vais aller lire les livres qui me manquent d'elle parce que j'accroche vraiment beaucoup. Et j'en profite d'avoir la caméra toujours allumée pour vous parler de 2 SP que j'attendais d'avoir lus dans l'entièreté pour pouvoir vous en parler. Parce qu'en fait, il s'agit de 2 tomes d'une duologie que l'auteur a eu la gentillesse de m'envoyer. D'ailleurs, je le remercie énormément pour m'avoir fait découvrir son univers et m'avoir envoyé donc les 2 tomes. Et heureusement presque qu'il m'a envoyé les 2 tomes d'un coup, parce que la fin du premier coupe de manière totalement abrupte en plein milieu de l'action, et le tome 2 reprend directement derrière. Donc, j'ai pas eu longtemps à attendre pour découvrir la suite. Il s'agit de la duologie Rebelle. Je vous mets les couvertures juste ici. C'est de Dominique Comvard de Prol. J'espère que ça se prononce bien comme ça. Et ces 2 tomes ont été auto-édités. Et là, on va être dans un mix entre de la science-fiction et de la politique. C'est un ouvrage qui est très complexe de par justement les thèmes abordés. Pas qu'il soit violent, glauque ou autre comme le Cécile Cabanak que je viens de vous présenter. Non, point de vue vraiment que c'est une lecture qui est exigeante, qui demande des connaissances et qui demande d'être totalement imprégné dans le milieu et l'univers de l'auteur pour pouvoir ne pas en décrocher parce que ça demande une vraie concentration. Et je trouve d'ailleurs qu'il est tellement complexe que c'est très difficile de le résumer sans l'avoir à lire sous les yeux en fait. On va suivre plusieurs groupes. Il y a un groupe de politiques qui est actuellement en place dans le gouvernement français et qui régit le pays de manière plus ou moins douteuse et qui est persuadé qu'il fait de toute façon ce qu'il a envie de faire et qui fait le bien et que quelles que soient les personnes qui sont opposées à leurs agissements, ils vont finir sous les barreaux. Et une partie du peuple n'est pas d'accord justement avec ces agissements parce que pour eux le gouvernement ne les écoute pas, n'a rien à faire de leurs protestations. Donc il y a un petit groupuscule qui va commencer à se soulever et à essayer d'emmener le reste du peuple français avec lui pour renverser le gouvernement. Et à côté de ces 2 groupes, il y en a un 3e qui arrive, mais un 3e
Je peux pas trop vous en dévoiler parce que finalement, il n'y a pas plus que ça qui est dévoilé au niveau du résumé en lui-même. Et ce troisième groupe, qui est très important pour le côté science-fiction de l'histoire, va avoir son rôle à jouer lui aussi pour essayer de renverser une partie du gouvernement pour pouvoir arriver à ses propres fins et pour autre chose que je ne peux pas vous évoquer ici, mais qui a un rapport avec leur propre peuple en fait. Je ne vous en dis pas plus, lisez-le si vous voulez savoir entre guillemets de quoi je parle. Et tous ces groupes justement qui gravitent autour de la politique pendant l'histoire sont très complexes parce qu'on va être au cœur même du système gouvernemental français. Et il est complexe parce qu'il va y avoir de la lutte antiterroriste, des enjeux politico-sociaux, le problème de la presse qui veut venir mettre un petit peu son nez dedans et réarranger les news à leur sauce, le peuple français qui n'est pas d'accord. Il y a une espèce de groupuscule un petit peu à la V for Vendetta qui se dresse contre ce gouvernement de manière publique mais quand même masquée pour éviter d'avoir des problèmes derrière et qui va essayer de soulever le peuple et de le ramener à ses idéaux. Et à côté de ça, donc, les politiques en place essayent de le déjouer, essayent de renverser leurs propres confrères pour prendre le pouvoir et faire ce qu'ils veulent à leur guise, d'acheter des juges, de corrompre les policiers, bref, de la politique pure et dure, quoi. Et c'est ce qui est très complexe et très exigeant à suivre parce qu'il y a beaucoup de ces termes qui, si on est comme moi, pas familier du milieu politique, on peut être assez vite perdu. Mais finalement, l'auteur, il a beaucoup d'idées, il a une richesse de vocabulaire incroyable qui nous permet de nous immerger dans son univers et même si on n'est pas familier avec la politique, même s'il y a beaucoup de personnages qui vont venir nous perturber par leur apparition au gré des chapitres, on va se prendre au jeu, on va aller avec ces politiques, essayer de trouver un camp qui nous convient et essayer de les soutenir et de comprendre ce qui va se passer parmi les enjeux de ces trois groupes en fait. Et les 2 tomes sont vraiment concentrés là-dessus et le 2e tome est particulièrement concentré sur les enjeux politiques en fait. Parce qu'avec ce qui s'est passé dans le premier, il y a un énorme revirement de situation qui va faire que le 2e, la France va être sans dessus-dessous. Et c'est difficile de vous en parler sans vous en spoiler des bouts parce que j'ai envie d'aller plus loin dans mes explications, mais ce serait vous gâcher complètement le plaisir de la lecture. Attendez-vous donc, si vous êtes tenté par cette lecture, à quelque chose de puissant, quelque chose de parfois peut-être un peu lourd à digérer parce qu'il y a justement beaucoup d'informations, mais il y a l'action qui vient quand même porter ses fruits, nous prendre aux tripes et essayer de nous emmener parmi la cavale de ces gens. Et on aimerait savoir vers où ça va nous porter. Beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Et après, il y a quand même beaucoup d'actions qui font que la fin du tome 1 nous laisse au milieu de l'adrénaline et nous coupe d'un coup dans notre élan. Ce qui fait que heureusement que j'avais le tome 2 pas loin et que j'ai pas laissé traîner trop longtemps. Déjà parce que le tome 1 nous laisse avec toutes nos questions en suspens. Il ne répond à aucune des questions. Et parce qu'il y a tellement justement d'enjeux, de personnages et d'histoires complexes que je voulais pas le laisser traîner trop longtemps et perdre le fil complètement en revenant beaucoup plus tard derrière. Et ce 2e tome, je vais pas m'attarder trop dessus parce que sinon ça va complètement vous spoiler la saga et ce serait vraiment dommage. Mais il répond à ces fameuses questions, enfin, même s'il met du temps à y répondre, exprès pour faire traîner un petit peu plus l'attente du lecteur, nous laisser encore un petit peu de piment, nous perdre encore un petit peu dans les méandres de ces groupuscules. C'est pas mal joué, franchement. C'était très complexe, il fallait être donc très concentré, pas lâcher le morceau, mais une fois qu'on s'y accroche, franchement, c'est quelque chose de très intéressant à lire et que j'ai trouvé original. Si quelqu'un l'a lu, je serais curieuse d'échanger pour pouvoir savoir ce qu'il en a pensé, parce que moi j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà pour cette petite introduction à ce nouveau vlog. Je vais clore cette séquence ici, juste après vous avoir dit que j'ai commencé un nouveau roman, qui est un SP que je dois lire, et dont vous avez déjà entendu le nom de la saga et de l'auteur, parce qu'il s'agit du 2e tome de Au nom des dieux, Fracture. Et je l'ai commencé, je n'ai lu que le prologue,
Et le prologue fait quoi? 5, 7 pages. Je me suis pris une clacasse monumentale dans la tronche. J'étais là, mais comment il a fait, l'auteur? Je viens de lire le premier tome qui faisait 500 et quelques pages, où j'avais un avis arrêté sur un des personnages, et en 5 pages, l'avis a été complètement, presque démoli, parce qu'il arrive à nous présenter le personnage sous un jour complètement différent, avec une mise en lumière que l'on ne connaissait absolument pas dans le premier tome, et qui va tout remettre en question, je suis sûre, dans le tome 2. J'étais là, je n'ai lu que le prologue, et je suis déjà submergée de questions. J'étais incroyablement choquée presque, et surprise, mais en bien, parce que j'étais là, mais en 5 pages, il a réussi à déjà me captiver et à faire que je veux aller déjà plus loin, parce que il a tout chamboulé, et je vais aller plus loin. Donc, je vais clore cette séquence ici, et je vais aller de ce pas terminer le Cécile Cabannac et continuer Au nom des dieux, parce que j'ai absolument envie de savoir ce qui va se passer. Bref, à plus tard dans une prochaine séquence. Coucou, je vous reprends, il fait super chaud. C'est là l'été et c'est vraiment bien installé dans le sud. C'est presque un peu trop tellement il fait chaud d'un coup, mais ça ne m'a pas empêché de continuer mes lectures. Et je vous avais laissé dans la séquence précédente avec Au nom des dieux que je venais juste de commencer avec la lecture du prologue, et je vous reprends maintenant parce que je l'ai terminé. Je pensais faire à la base une vidéo où je vous expliquais en plusieurs étapes ce que j'avais ressenti au cours de ma lecture, mais en fait je l'ai dévoré. Je dirais même je l'ai complètement défoncé, tellement j'étais prise dedans. Et je pense que de toute la saga Au nom des dieux que j'ai lu, c'est le meilleur. Il est à la fois dynamique, à la fois ultra prenant, toujours empreint de mythologie, de bataille, de quête mystique, d'histoire, parce qu'on est quand même pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'adore. J'aime toujours autant les personnages, les idées de l'auteur, et ce qui m'avait vraiment, on va dire, chamboulé avec le prologue, et finalement ça s'est estompé peu à peu avec la suite du récit, même si à la fin du premier chapitre, il y a eu un nouveau rebondissement et j'étais oh là 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 là. J'ai à peine lu 2 chapitres, je suis déjà toute chamboulée, il y a eu 2 revirements de situation. Qu'est-ce que cet homme va me réserver? Que d'excellentes surprises. J'ai beaucoup aimé, que ce soit les phases calmes, les phases actives, les phases un petit peu de recherche, de quête un peu mystique, les phases de combat, les phases un petit peu de réflexion pour essayer de trouver la meilleure stratégie pour combattre et contrer l'ennemi. Bref, c'est trouvé. C'était super chouette. Franchement, l'auteur s'est surpassé avec ce tome et c'est vraiment pour moi le meilleur de la saga. Il m'en a passé un nouveau, Au nom des dieux, Salvation, je ne sais pas. Mais j'ai super hâte déjà de le lire et je remercie directement l'auteur pour m'avoir passé son nouveau tome parce que franchement, je n'ai pas été déçue une seule fois de tous ceux que j'ai lus pour le moment. Et comme je vous dis, celui-ci, il est trop bien. Lisez Au nom des dieux. Commencez par la première saga parce que même si vous pouvez lire les 2 tomes de Fracture sans avoir lu la saga initiale, il y a quand même 2-3 petites choses qui font que si vous avez lu la saga d'avant, vous allez comprendre beaucoup de clins d'œil et beaucoup de références aux anciens personnages qu'on ne revoit plus dans cette saga-ci. Et moi j'ai adoré. Mes personnages, je crois que le trio, je les aime tous les 3 en fait. D'habitude, il y en a toujours un que je préfère par rapport aux autres, alors même si je pense préférer quand même Julie, mais j'avoue que les 3, ils sont vraiment super chouettes, tous les 3. Et c'est pas facile de vous en parler sans vous spoiler la moitié du livre, alors si vous n'avez pas lu le tome 1, ce serait terriblement frustrant pour vous, donc foncez. Allez lire cette saga,
C'est génial. Si vous aimez les mix de mythologie, parce qu'on est dans du nordique, dans du grec, dans du mésopotamien, dans du celte, il y a un peu de tout. Vous êtes plongé au cœur de la Seconde Guerre mondiale, où un ennemi essaye de renverser l'histoire pour faire gagner le Reich. Et bien évidemment, notre trio n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Et c'est épique, c'est dynamique et c'est excessivement bien. Donc lisez-le. Je serais très curieuse de voir dans les commentaires si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas encore lu, est-ce que cette saga serait susceptible de vous intéresser? Dites-moi tout, moi en tout cas, je l'ai adoré. Et on va continuer ce petit update avec un autre roman, et je vois à mes côtés, j'ai 3 graphiques à vous présenter. Alors on va commencer avec le roman, qui, j'avoue, n'était pas prévu dans ma palle initiale, mais comme je l'ai vu passer à la médiathèque, que j'en avais entendu parler et qu'il m'intriguait vraiment beaucoup, évidemment que je me suis laissée tenter. Je vais vous parler de Sillage. C'est de Joanne Richoux et c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors Joanne Richoux, en premier lieu, je me suis dit je ne connais pas cette autrice, je vais tenter. Mais au final, quand j'ai lu la page d'introduction, je me suis rendu compte que je connaissais l'autrice parce qu'elle a déjà écrit l'œuvre Désaccordée, que j'avais déjà beaucoup aimé. Alors je me suis dit, je vais renouer le lien avec cette autrice et découvrir quelque chose d'un peu plus sombre, parce que là, on va être dans un thriller qui va reprendre un petit peu le parfum de Patrick Sunskid, remis un peu au goût du jour et dont certains passages sont donc grandement inspirés. Et j'étais vraiment intriguée parce que j'avais beaucoup aimé le parfum, et justement parce que je suis également passionnée de tout ce qui est du domaine de l'olfactif, tout ce qui est parfum, odeur de fleurs, odeur sucrée, épicée, fraîche, bref. J'adore ce monde-là. Je trouve que c'est passionnant, qu'il y a des tonnes de possibilités et des tonnes d'odeurs merveilleuses à renifler. Et donc Sillage, déjà, cette couverture m'avait intriguée avec toutes ces jolies fleurs, mais quand même une ambiance assez sombre avec cette jeune fille-là qu'on voit en demi-teinte comme ça, qui paraît un petit peu hautaine sur son visage, et un petit peu mystérieuse également. Le tout confondu dans un espèce de paysage fleuri qui m'avait l'air tout à fait intriguant. Donc, je voulais tester. Et la 4e de couverture est tout aussi jolie, beaucoup plus sombre, mais avec toujours des nuances très fleuries, que j'aime beaucoup. La mise en page est vraiment super claire, on reste dans du pocket jeunesse, donc quand même très agréable à lire et très aéré pour vraiment toucher tous les publics. Et il est assez court, il fait 200 et quelques pages, donc ça se lit vraiment très vite. Et il était assez particulier point de vue que on sent l'influence de le parfum, mais il est quand même assez éloigné, avec certes quelques références aux 10 titres à l'intérieur du roman, mais il est vraiment tourné dans la psychologie, on va dire, du personnage. Elle est vraiment concentrée autour de sa colère, et de sa colère envers le monde entier d'ailleurs. Elle est énervée envers elle-même parce qu'elle n'arrive pas à faire des choix, elle n'arrive pas à se sentir heureuse, elle n'arrive pas à se sentir aimée, elle n'arrive pas à aimer ce qu'elle fait dans son travail, elle n'arrive pas à aimer la ville dans laquelle elle n'arrive pas à oublier la ville de laquelle elle vient. Et elle est énervée un peu pour tout, elle est énervée pour un garçon qu'elle apprécie mais qui la ghoste complètement, et en même temps quand elle le revoit, elle est énervée d'avoir pensé qu'elle ne l'aimait plus. Mais quand elle est avec lui, elle est quand même énervée parce qu'elle l'aime. Elle est vraiment perchée dans sa tête, perdue, et elle perd un peu le lecteur à des moments avec ses va-et-vient dans sa tête où elle ne sait pas bien vers où elle veut aller. Elle est actuellement vendeuse dans une parfumerie qui correspond un petit peu à Sephora, et elle n'aime pas spécialement ce qu'elle fait parce qu'elle a un nez qui est très puissant. Elle arrive à déceler les fragrances de manière innée. En une fraction de seconde, elle peut arriver à déceler les notes dominantes d'un parfum, comment il a été composé. Et en fait, elle s'était dit qu'en venant dans la capitale pour travailler dans le monde de la parfumerie en tant que vendeuse, elle allait être reconnue, on allait comprendre que son talent était incroyable et elle allait pouvoir aller au-devant de grandes aventures. Le problème, c'est que elle n'est entre guillemets que vendeuse et que les vendeuses qui sont avec elle, elles s'en contrefoutent du parfum. Pour elles sont là pour vendre et puis basta. Et elle se rend bien vite compte que sa vie en tant que vendeuse va ne se résumer qu'à ça malheureusement. À conseiller un client qui va lui demander tel ou tel parfum en fonction d'une personne et de son âge, elle va lui proposer quelque chose pour qu'au final lui dise non, de toute façon le flacon là-bas il me paraît plus joli, je vais prendre celui-ci.
elle est un petit peu blasée de ça malheureusement. Et ce que je comprends totalement, parce qu'on est là pour conseiller quelqu'un qui au final s'est déjà fait une idée dans sa tête, qui est arrêté sur un sujet et qui va pas du tout écouter les propos de la jeune fille, qui s'appelle Jade d'ailleurs, je vais arrêter de l'appeler la jeune fille. Et donc Jade, elle est un peu agacée. Jusqu'au jour où elle va tomber sur un client un peu particulier, avec qui elle va se mettre à parler de fragrance, et elle va se rendre compte que finalement c'est un très grand parfumeur qui va la prendre sous sa coupe et qui va l'aider à exploiter son talent en créant des parfums. Et c'est là que la vibes de Pattinson's Kid va vraiment prendre essence, mais il faut avoir lu presque déjà la moitié du livre, donc c'est un peu lent à se mettre en place, je trouve. Le côté thriller, je ne saurais pas quoi dire, parce que pour moi c'est pas spécialement un thriller en fait. C'est-à-dire qu'il y a une phase où elle va être un peu en vibe un peu psychopathe, toujours en rapport donc avec le parfum. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas lu le titre original, ça va être compliqué de faire le lien avec certaines références et certains agissements de Jade. Mais à côté de ça, le côté thriller est un peu, pour moi, je dirais presque un petit peu brouillon, pas assez abouti pour que ce soit un vrai thriller, parce qu'au final, elle va devenir un peu psychopathe, mais que sur quelques pages de la fin, qui vont très vite s'arrêter et passer sur les victimes. Donc au final, le thriller n'existe quasiment pas. C'est vraiment axé sur l'avancée d'une jeune fille un peu perdue, sa colère envers la société et envers elle-même, et comment elle va évoluer petit à petit dans le monde du parfum. Et comment ça va dégénérer également pour elle. Mais ouais, donc pour moi, le côté thriller, il n'est pas là du tout. En fait, ça reste du pocket jeunesse, donc c'est peut-être une première approche pour les personnes qui ne sont pas adeptes du genre. Il est très doux, on va dire, point de vue thriller, même si j'ai vu des critiques comme quoi beaucoup de personnes étaient, entre guillemets, choquées et dans une ambiance un petit peu malaisante par les descriptions que nous fait l'autrice sur certaines odeurs un petit peu en rapport avec la mort. On va être sur un champ lexical assez putride, assez axé grouillant d'asticots, de choses comme ça, assez glauque, assez sanglant et assez morbide, qui colle bien avec l'ambiance, mais apparemment ça a dérangé beaucoup de gens. Donc je ne sais pas si les personnes en l'occurrence étaient trop jeunes pour ce style, ou si c'est pas du tout ce qu'elles attendaient. Moi ça ne m'a pas dérangé, mais ça m'a pas fait peur non plus quoi. C'est beaucoup trop axé jeunesse pour que je sois, on va dire, un petit peu inquiétée par ma lecture. À part ça, moi je l'ai trouvée quand même assez intéressante, même si le côté parfumerie arrive vraiment très tard, et c'est dommage. Parce que c'est ce que je recherchais. Je l'ai eu, mais pas assez à mon goût. Mais l'audace d'avoir repris le parfum et de l'avoir remis au goût du jour est très intéressante, et ça m'a donné envie de le relire. Donc, qui sait, peut-être que d'ici la fin de l'année, je vais me remettre à lire du Pattinson's Kid, parce que ça m'a donné envie de me replonger dans cette lecture, parce que je pense que j'aurais oublié certains détails qui pouvaient être très intéressants pour vraiment tout comprendre dedans. On va passer au côté graphique, j'ai 2 mangas et une BD à vous présenter. Dont un manga, j'en entendais tellement parler que je me suis dit un jour, il faudrait quand même que j'essaye de les lire, mais ma médiathèque ne les avait pas. Jusqu'au jour où ma médiathèque, quand je vous ai dit, est en travaux, et je suis allée sur une autre, dans un autre village. Et là, je me suis retrouvée dans une nouvelle médiathèque, avec donc plein de lectures auxquelles je n'étais pas habituée, parce qu'ils n'étaient pas dans la précédente. Et là, alors là, j'ai trouvé des titres que je voulais découvrir depuis très longtemps, et celui-ci en fait partie. Il s'agit de L'Atelier des sorciers. C'est de Kamome Shirahama et c'est publié chez PK Éditions. Ça c'est le premier tome, parce que donc je commence la série, et je voulais vraiment découvrir parce que j'en entends énormément parler. Pour l'histoire, c'est Coco, une petite fille ordinaire vivant dans un village avec sa mère. Elle a toujours été fascinée par la magie, mais c'est un don rare que seules certaines personnes obtiennent à la naissance, les sorciers. Un jour, Coco rencontre l'un d'entre eux et le surprend à jeter un sort. Elle comprend alors la véritable nature de la magie et essaye de l'imiter. Mais elle va accidentellement utiliser une magie interdite. Et à partir de là, rien ne va plus. Il va falloir qu'elle répare ce qu'elle a fait parce qu'en utilisant une magie interdite, elle va enclencher un engrenage infernal et elle va devoir réparer ce qu'elle a fait en devenant elle à son tour une apprentie sorcière, même si à la base, elle n'a pas de pouvoir. Elle va comprendre qu'une personne non magique
peut réussir quand même à utiliser la magie en apprenant d'arrache-pied à dessiner des sorts à la perfection. Un changement de batterie plus tard, je reprends, même si je ne sais plus où j'en étais. Je vous présentais donc l'atelier des sorciers. Et ouais, si, je vous disais qu'en fait, la petite Coco, elle a fait une bêtise. Et donc maintenant, elle va devenir apprentie pour essayer de défaire le mal qu'elle a fait. Et ce premier tome est très joli. Je vais vous montrer vite fait les petits graphismes pour que vous puissiez voir si jamais vous ne connaissez pas. Donc moi, j'ai trouvé le design vraiment joli. Très mignon, avec des phases, on va dire, sérieuses et des phases un peu plus chibi, enfantin. Des jolies descriptions, des belles mises en avant. Et la fin du tome arrive sur, on va dire, un début d'ennui, quoi. Donc, je suis assez curieuse de lire le tome 2, mais j'avoue que pour le moment, j'ai trouvé ça assez introductif et plat. Donc oui, c'est pour le temps de mettre l'univers en place, les personnages, les rivalités et compagnie. Mais j'espère que dans le tome 2, ça va bouger un petit peu plus, parce que pour le moment, j'ai pas été convaincue à 100%. Donc j'attends de voir avec le tome 2, parce que j'ai vu qu'ils avaient vraiment tout à la médiathèque, donc je me suis dit, c'est parfait. Ça fait partie des séries que je voulais découvrir, ils les ont tous, merveilleux. Donc affaire à suivre dans le tome 2. Pour le moment, je suis assez mitigée. Le second manga, pareil, que j'ai trouvé dans cette nouvelle médiathèque et que je voulais absolument lire depuis très longtemps, c'est La Reine d'Égypte, parce que j'ai une passion pour l'Égypte antique. Donc j'avais tellement envie de découvrir ce titre. C'est de Chie Inudo et c'est publié chez Kiun. Et lui, je l'ai adoré. Ah, ce premier tome, il est bien qu'assez introductif lui aussi pour mettre en place la famille royale, les problèmes qu'ils vont rencontrer et tout. Il y a déjà de l'action, il y a déjà des complots, des enjeux politiques derrière. Et il y a également une partie un petit peu féministe où la place de la femme va essayer d'être mise en avant pour montrer que ce n'est pas qu'une question de sexe, le pouvoir. Une femme peut très bien gouverner et encore mieux qu'un homme. Et j'ai trouvé ça super chouette. Le design est super beau. Attendez, je vais vous montrer. Regardez ne serait-ce que cette double page. Moi je la trouve incroyable. Et regardez un petit peu le design. Moi le trait, je suis fan. Il est beau. Il est vraiment structuré avec énormément de détails qui font vraiment honneur à l'Égypte antique. Moi je trouve que c'est vraiment magnifique. Ça met aussi un petit côté un peu mystique avec les dieux, avec le côté un peu genre le pharaon justement, c'est Dieu sur terre. Et l'envoyé des dieux est quand même enveloppé de mysticisme. Il est craint par le peuple comme il est respecté. Et moi j'aime beaucoup ce que j'ai lu. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit de quoi ça parlait. Ça vous parle d'Égypte? Oui, merci, c'est dans le titre. On va suivre l'histoire de la reine Hatshepsut. Hatshepsut qui, au début de l'histoire, voue un culte à son père le pharaon. Et elle est prête à sacrifier, on va dire, une partie de sa vie, de ses ambitions, par devoir et par honneur envers son père. C'est-à-dire qu'elle va accepter d'épouser son demi-frère, Séti, et de le nommer pharaon, alors que ce titre lui revenait de droit. Séti est donc proclamé pharaon, sous le nom de Thoutmôsis II, et elle est reléguée juste en tant que épouse de Pharaon. Sauf que à cette condition, elle lui convient pas trop, surtout que son frère Séti, il n'a pas les épaules pour être Pharaon. Point de vue qu'il est assez cruel, très imbu de sa personne, il est un coureur de jupons invétéré, il ne vit que par la guerre, que par l'envie de régner en asseyant son pouvoir de Dieu sur le peuple, en voulant écraser tout le monde, et en combattant et en tuant toutes les personnes qui seraient opposées à son régime ou à ses propres idées. Et Hatshepsut, elle, c'est tout l'inverse. Elle aime son peuple, elle aime les dieux, elle leur rend hommage, tout comme elle rend hommage au travail des paysans, des scribes et de toute la hiérarchie jusqu'à la noblesse de l'Égypte. Et elle a une aptitude qui n'est pas, on va dire, celle attendue d'une fille de pharaon. On lui demande d'être douce, on lui demande d'être belle, on lui demande d'être attentionnée et de faire tout ce qu'on lui dit. Mais elle a une attitude un petit peu rebelle, elle est enjouée, elle est pleine de vie, elle aime chevaucher dans le désert, elle aime tirer à l'arc, elle aime chasser avec les faucons, elle aime se battre alors que c'est quelque chose qui est réservé uniquement aux hommes. Bref, elle est une enfant pleine de vie
Et en grandissant, elle va essayer de s'assagir, même si elle garde un petit peu ce côté sauvage qui la caractérise tant en fait. Et elle va se rendre compte au fur et à mesure que donc laisser sa place à Seti, bah c'est pas ce qu'elle veut. Elle en a marre d'être soumise, elle en a marre d'être une femme dans un monde d'hommes qui ne peut pas faire ce que les hommes font. Donc, elle a décidé de s'affirmer, de revenir un petit peu au devant de la scène, en imposant son statut de reine et en disant à Seti bon, t'es pharaon, oui, mais moi, tu vas pas me dompter, tu restes mon frère. C'est tout. Et j'aime beaucoup Hatshepsut. Elle est incroyablement belle, incroyablement dynamique, intelligente, et elle se laisse pas marcher sur les pieds. Dans une société comme l'Égypte antique, moi je trouve ça super fort. Et j'attends de voir justement, par rapport entre guillemets à la vraie histoire, comment ça va être retranscrit en manga, avec bien évidemment des parties un peu romancées. Mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner, les confrontations au sein de la famille royale, les confrontations au sein de la guerre, au sein des dieux, au sein du peuple. Je suis très curieuse et ce premier tome pour moi est super chouette et la suite me paraît très prometteur. Et le dernier graphique que je vais vous présenter pour cette séquence-ci, c'est une BD. Et une BD que j'attendais avec impatience parce que je sais qu'il y a déjà le tome 3 qui est sorti et le tome 4 arrive s'il n'est déjà sorti. Comme quoi je suis vraiment à la bourre parce que c'est le tome 2 de Le Grimoire d'Elphie que je vous présente. C'est de Arleston Alouette et Minnie Ludwin et c'est publié chez Dracou. Et j'avais adoré le premier tome que j'avais trouvé beaucoup trop mignon, avec un trait très doux, une colorisation vraiment jolie et une histoire à la fois adorable et magique. Donc là pareil, je vais vous montrer comment c'est fait. Moi j'aime bien la présentation, à moitié entre la BD, à moitié entre le journal intime, le carnet de voyage, le tout empli de magie, je galère avec les pages, très bien coloré, avec une histoire toujours aussi mignonne et jolie. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai très hâte déjà de lire la suite. Parce que le tome 1 m'avait convaincu, le tome 2 également, donc nul doute que je pense que la suite sera dans la même veine. Et là on suit toujours donc les trois sœurs, Elphie étant la petite dernière. Elles sont sous la garde de la grande sœur qui a un bus littéraire ambulant, une librairie qui s'appelle Le Livre qui pue. Et le tout a été fait dans un bus anglais. Je trouve le concept incroyable. Et là, elles vont poser leurs valises dans un petit village provençal, où elles vont rencontrer un certain Alistair, qui est un ancien ami de leur mère et écrivain. Et Elphie, elle se dit, vu qu'elle a découvert la magie dans le premier tome, grâce à l'écriture, peut-être que cet écrivain est un magicien lui aussi. En plus, comme il a connu sa mère, elle est vraiment certaine qu'elle va vivre des nouvelles aventures avec un nouveau magicien. Mais le problème, c'est qu'en arrivant, Alistair est fort dépourvu parce qu'on lui a volé sa machine à écrire. Celle qui lui donne toute l'inspiration parce que c'est la machine qui lui a été offerte par la mère de Elphie. Et sans ça, il est beaucoup trop malheureux pour continuer à écrire, il a perdu l'inspiration. Et Elphie, elle se rend compte que c'est pas la seule chose qu'on lui a dérobée et qu'on n'arrête pas de l'embêter dans le village. Elle va mener l'enquête. Qui en a après Alistair? Dans quel but? Elle va se mettre à enquêter à l'aide de la magie et c'est beaucoup trop mignon. J'aime vraiment comment l'histoire est empreinte d'une douce magie enfantine comme ça, avec donc toujours ce dessin vraiment très mignon, ces couleurs chatoyantes, adorables. Moi j'aime beaucoup l'univers de Elphie et je suis vraiment contente que ma médiathèque les ait, que je puisse les découvrir parce que j'aime beaucoup ce que je lis. Et pareil, quand je vais y retourner, j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils aient le tome 3, même si je sais qu'il se passe aux alentours de Noël dans un village d'Alsace. C'est pas grave, je le lirai en plein été, aucun souci, j'aime tellement que j'ai pas la patience d'attendre Noël. Et donc, on va clore ici cette vidéo. Peut-être que ça va être une autre séquence qui va la rejoindre par la suite, ou peut-être que je vais clôturer complètement ce vlog, je ne sais pas encore. En attendant, j'espère que cette séquence vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à utiliser la section des commentaires pour qu'on discute tous ensemble des livres que je vous ai présentés. Et n'hésitez pas à me dire également si ça vous a plu ou non, que je puisse m'améliorer par la suite. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir regardé, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!